Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre qui a vraiment, mais alors vraiment fait des vagues. Imaginez, on est en 1971, en pleine seconde vague féministe. Et là, un livre sort et met le feu aux poudres. Ce livre, c'est L'homme subjugué d'Esther Vilar. Et croyez-moi, sa thèse est tellement radicale qu'elle continue de faire débat, même des décennies plus tard. C'est une plongée sans concession, alors accrochez-vous. Alors, pour bien comprendre la pensée de Vilar, il faut commencer par le début de son livre. Elle nous plante un décor, une scène qui est en fait la clé de toute son argumentation. Imaginez un peu, une MG jaune citron, une voiture de sport, qui dérape sur le bord de la route. Au volant, une jeune femme. Le pneu avant gauche est à plat. Et que fait-elle? Est-ce qu'elle sort le cric? Pas du tout. Elle attend. Elle scrute chaque voiture qui passe. Vilar appelle ça de façon assez provocatrice le signal international standardisé. Faible femme victime de la technique masculine, c'est le point de départ de tout. Et la suite, on la devine. Évidemment, un homme finit par s'arrêter. Il ne pose même pas la question de savoir si elle pourrait le faire elle-même. Non, il prend les choses en main direct. Il se salit, il transpire, il change le pneu, bousculant son propre planning au passage. Une fois que c'est fait, il repart avec ce sentiment de fierté, vous savez, le sentiment d'avoir été utile, d'avoir joué son rôle. Pendant ce temps, la femme, elle, n'a pas bougé. Elle a juste attendu. Et elle a obtenu exactement ce qu'elle voulait, qu'un homme travaille à sa place. C'est à partir de cette petite scène, de cette anecdote, que Vilar pose la grande question de son livre. C'est le cœur du réacteur, si on veut. Comment est-ce possible? Comment les hommes, qui sont censés être forts, intelligents, créatifs, se retrouvent-ils systématiquement au service des femmes, que Vilar, elle, décrit comme faibles, peu intelligentes et totalement dépendantes? C'est ça le grand paradoxe, le grand mystère que son livre va tenter de percer. Alors comment est-ce qu'elle s'y prend pour expliquer tout ça? Eh bien, la base de toute sa théorie, son point de départ, c'est de redéfinir ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Et attention, pour elle, ça n'a rien à voir avec la biologie. Oubliez tout ça. Pour Vilar, tout, absolument tout, tourne autour d'un seul et unique concept, le travail. Alors qu'est-ce qu'un homme selon Vilar? C'est simple, un homme c'est un être humain qui travaille. C'est tout. Son identité, sa raison d'être, c'est sa fonction de production. Elle va même jusqu'à dire que son apparence est une sorte d'uniforme de travail. Cheveux courts, pas de chichi, des fringues pratiques, bref, tout est fait pour qu'il soit efficace, productif, presque interchangeable. Un esclave moderne en quelque sorte, au service d'un système dont la femme serait la grande gagnante. Et la femme du coup? Eh bien c'est exactement l'inverse. La femme dans la définition de Vilar, c'est un être humain qui ne travaille pas. Selon elle, la femme met de côté toute ambition intellectuelle ou spirituelle pour se focaliser sur une seule chose, comment faire en sorte qu'un homme travaille pour elle. Et pour ça, elle aurait une stratégie bien rodée, jouer l'incapable, la faible, et surtout utiliser son corps, sa sexualité comme une sorte de monnaie d'échange. Donc là, on commence à voir se dessiner un tableau assez manichéen, hein. D'un côté, on a l'homme, le créateur, le travailleur, mais qui serait un esclave content de son sort. Et de l'autre, la femme, la profiteuse, la matérielle, celle qui tire les ficelles en coulisses. C'est une vision du monde en noir et blanc, sans aucune zone de gris. Et c'est justement cette absence totale de nuances qui a fait de ce livre un véritable scandale. Là, logiquement, on se pose la question, mais si c'est vraiment comme ça, pourquoi est-ce que les hommes acceptent cette situation ? Comment un système aussi déséquilibré peut-il tenir la route depuis si longtemps? Eh bien, Vilar a une réponse à ça, et c'est un autre pilier de sa théorie. Et sa réponse, elle tient en un seul mot. Un mot assez fort, le dressage. Pour elle, la domination féminine n'est pas une question de force physique, bien au contraire. C'est une affaire de conditionnement psychologique. Un travail de longue haleine, subtil, qui commencerait dès le berceau. Vilar a décrit une sorte de boîte à outils du parfait petit dresseur, ou plutôt de la parfaite dresseuse. Et dedans, il y a 3 instruments principaux. D'abord, l'éloge, utilisé comme une véritable drogue. Ensuite, l'autodépréciation, une tactique très maligne selon elle. Et enfin, le clou du spectacle, la sexualité, brandie comme la récompense suprême. On va regarder ça en détail. Le premier outil donc, c'est l'éloge, mais pas n'importe comment. Vilar insiste sur l'idée que ça fonctionne comme une addiction. Le petit garçon, dès son plus jeune âge, n'est pas félicité pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Surtout quand ce qu'il fait est utile, construire un truc, réparer un jouet. Du coup, il intègre très vite que sa valeur dépend de son utilité pour les femmes qui l'entourent. Et il devient accro à cette approbation, à cette petite dose de reconnaissance, au point de passer sa vie à en vouloir toujours plus, et donc à travailler toujours plus. Deuxième outil, l'autodépréciation. C'est l'art de se faire passer pour plus bête qu'on ne l'est. Selon Vilar, la femme excelle là-dedans. Les fameux « Oh, moi, le bricolage, j'y comprends rien » ou « Les chiffres, c'est pas mon truc ». En jouant la carte de l'incompétence, non seulement elle flatte l'ego de l'homme qui se sent supérieur et indispensable, mais en plus, et c'est ça le plus important, elle se débarrasse de toutes les corvées qui ne l'intéressent pas.
c'est lui qui va s'en occuper. Malin, non? Et on arrive au troisième outil, le plus puissant peut-être, la sexualité. Là, Villard est sans pitié. Pour elle, on apprend aux femmes à contrôler leur désir, à ne pas le montrer, pour faire du sexe une denrée rare et précieuse, un capital. Ce n'est plus une question de sentiment ou de partage. Non, c'est la carotte au bout du bâton, la récompense ultime que l'homme obtient en échange d'une vie de labeur et de sécurité financière. C'est une pure transaction commerciale en somme. Et pour que tout ça soit bien concret, Villard va encore plus loin. Elle propose carrément un petit lexique, une sorte de décodeur, pour traduire ce qu'elle appelle le langage secret des femmes. Parce que d'après elle, les hommes sont naïfs, ils prennent tout au premier degré, alors qu'en réalité, il y aurait toujours un sous-texte. Regardons ce tableau, c'est assez parlant. C'est son fameux décodeur. Par exemple, quand une femme dit « je veux me sentir en sécurité », il ne faudrait pas comprendre ça de manière romantique. Non, la traduction selon Villard, c'est « je veux qu'il me mette à l'abri du besoin financièrement ». Encore plus fort, « je l'aime ». Traduction, c'est un excellent travailleur, une bonne pioche. Ou « je suis tellement maladroite » qui voudrait dire « fais ce travail à ma place ». On voit bien l'idée, derrière chaque parole en apparence innocente se cacherait un calcul purement matériel. Au final, la conclusion de Villard est d'un pessimisme absolu. On a d'un côté l'homme, qu'elle voit comme un être capable de grandes choses, un créateur, un explorateur, un scientifique, un être spirituel, et tout ce potentiel, toute cette énergie créatrice serait complètement gaspillée. Et pourquoi faire? Pour améliorer le confort matériel de la femme, pour inventer, je cite presque, des machines à laver plus performantes, ou des aspirateurs plus silencieux. Un sacrifice immense pour des objectifs purement matériels qui, selon Villard, sont les seuls qui intéressent la femme. Alors voilà, plus de 50 ans après, que faire de ce livre « L'homme subjugué » Est-ce qu'on doit le ranger sur l'étagère des pamphlets misogynes, le voir comme une simple provocation, une caricature grotesque née des frustrations de son temps, ou est-ce que, si on gratte un peu le vernis de la provocation, on peut y trouver une critique, certes déformée et excessive, mais une critique quand même, de certains schémas et de certains rôles de genre qui, peut-être, ont encore un écho aujourd'hui. C'est une question complexe et je pense qu'elle mérite de rester ouverte.